me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Merci pour cette invitation. J'étais coutumier de ces réunions avec les organisations patronales, les fédérations professionnelles dans d'autres fonctions. Donc je les confonds pas, mais aujourd'hui je suis là en tant que candidat, bien sûr, aux législatives, défenseur du projet d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, Jean-Bernard, j'ai écouté, a esquissé beaucoup de chiffres, donc sur lesquels ça va m'éviter de revenir. Et puis vous présenter peut-être avec Gaël Valin qui est là, que vous connaissez, nos priorités locales. Voilà. Donc sur le point un peu macro, donc je pense que ce gouvernement a montré qu'il était pro-business dans ces dernières années, a été engagé dès le début du quinquennat une politique de l'offre, enfin poursuivi, accéléré une politique de l'offre avec une fiscalité du capital qui a été réajustée, qui a été non sans polémique et non sans difficulté politique, mais maintenant, ce sont des points qui sont acquis. Et puis, on a eu cette crise sanitaire dans laquelle, dans l'histoire des épidémies, on a répondu en protégeant les plus fragiles. On a répondu finalement à la crise sanitaire par une crise économique, mais avec tous les leviers et les amortisseurs qui ont été mis en place pour en limiter les effets. Le fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État, les reports de charges fiscales et sociales et bien sûr l'activité partielle. 13 millions d'emplois ont été sauvés ainsi, 145 milliards d'euros pour mémoire en ce qui concerne les PGE. Dans notre département des Hautes-Pyrénées, c'est 10 000 entreprises sur le fonds de solidarité, près de 200 millions d'euros. Toutes ces mesures ont permis d'avoir une reprise de l'activité plus forte en moyenne que dans la zone euro. Ça a été donc un investissement utile et une politique qui était qui a finalement fait consensus. Et peut-être le plus important de tout ça, c'est que ça a permis de décloisonner encore un peu plus les mondes de l'entreprise et les mondes des administrations. Et je crois que les impôts et les URSSAF ont fait leur révolution culturelle, impulsée par le chef de l'État. Mais je peux vous dire que ça gravite dans toute l'administration, d'être dans une logique d'administration de service. Bien évidemment, il y a de la régulation, il y a du contrôle, c'est le rôle des pouvoirs publics, mais avant tout, et notamment dans les services publics de proximité, d'être au service des entreprises. Peut-être que le déploiement aussi en accompagnement du plan de relance de sous-préfet à la relance a été aussi une illustration d'une administration plus décloisonnée. Alors, sur la suite, c'est d'abord une continuité. Je pense que vous avez un ministre de l'économie qui est resté en place. C'est bien parce que il a été jugé apte à son poste, et dans la crise et les tensions inflationnistes et de recrutement que l'on traverse en ce moment, je pense que c'était une bonne décision. La boussole de ce gouvernement, c'est la réindustrialisation, la relocalisation des emplois, la défense aussi du commerce de proximité. Peut-être que cette politique industrielle, on l'avait pas vue comme ça depuis 20 ans, a été un moment oublié. Et là, on s'est attaqué au dur des sujets. C'est un premier pas de 10 milliards d'euros de moins sur les impôts de production et un engagement de faire 10 milliards de plus. Donc, pour la CFE, la CVFE, la C3S, c'était bien documenté, notamment par rapport à nos amis allemands, pour les entreprises qui ont beaucoup de foncier, la logistique, l'industrie, de retrouver de l'attractivité, de la compétitivité. Le deuxième priorité, je pense que chacun de vous, si on faisait des questions, certainement en parlerait, les tensions de recrutement. Là-dessus aussi, sans idéologie, tout est vrai dans cette affaire. Il y avait une partie liée à la réforme de l'assurance chômage, les questions de l'incitation au travail, donc ça a été une réforme qui a été assumée. Il y a aussi des secteurs qui, comme, je ne vais pas citer certains secteurs, mais effectivement, il y a des secteurs sur lesquels les rémunérations ou les conditions de travail avaient pu être en question et qui ont été travaillés, des sujets qui ont été travaillés, et plus fondamentalement, parce que sinon ce serait trop simple, des sujets d'inadéquation entre les qualifications et les besoins des entreprises. On a à peu près autant aujourd'hui d'offres d'emploi que de demandeurs d'emploi. Donc, vu de loin, on se dit quel est le problème? Eh bien, le problème, c'est l'inadéquation. Côté des entreprises, bien qualifier le besoin, accepter l'idée d'aller vers les compétences et peut-être d'accepter de former. Il y a tous les outils pour ça. Franchement, la palette Un jeune, une solution en fait partie. Et pour les demandeurs d'emploi, d'aller vers les métiers qui recrutent. L'industrie,
là aussi, est un secteur attractif, bien rémunéré, et qu'il faut continuer à promouvoir. Moi, j'ai envie de faire la publicité quand même du service public de l'emploi. Je sais que c'est décrié parfois, mais ce n'est plus la NPE d'il y a 15 ou 20 ans. La révolution, là aussi, est en marche. Je veux dire, le Pôle emploi, les missions locales, ils travaillent d'abord pour les entreprises. Ils ont mis en place des conseillers entreprises. Et moi, ce que j'ai vu à Marseille, le directeur régional avait fait ça à Lyon précédemment, de mettre en place des experts d'avenir sur les filières en tension pour que les entreprises, pas uniquement les grands comptes, mais tout le tissu économique et des interlocuteurs, pour les accompagner très concrètement. Je sais que par exemple le BTP, l'autre jour, on a eu la conversation, a déjà conventionné. Je pense que ce modèle-là, il faut le multiplier parce qu'on a ce service public de l'emploi, par définition, qui ont 100% des chômeurs, des inscrits, et qui n'ont que 30% des offres. Donc ça doit être un sujet de mise en œuvre qui doit être poursuivi. Ensuite, la transition écologique n'est plus une option. On a eu effectivement la décarbonation de l'industrie qui a été accélérée avec France Relance et qui est un gros paquet aussi demain de France 2030. À ce propos, les Hautes-Pyrénées ont bénéficié de France Relance. Ça ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a eu sur de la rénovation des bâtiments, il y a eu évidemment sur les mesures emploi, il y a eu sur l'industrie, sur le périmètre de l'agglo, on est à 30 projets, à peu près 500 emplois et 13,7. Néanmoins, quand je compare les chiffres avec d'autres territoires comparables, ou pas, hein, parce que le 0,4, le 0,5, les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes, il y a 50% d'habitants en moins. Et regardez les Alpes de Haute-Provence, 55 millions, territoire d'industrie. Alors là, évidemment, je fais ma pub, mais quand même, je pense que je l'ai vu fonctionner. Quand vous avez un préfet, des élus locaux, des sociopros et des parlementaires de la majorité, évidemment, les dossiers ils sont tirés plus vite. Évidemment. Voilà. Donc, je pense que on a fait bien sur le plan de relance ici, mais on peut faire mieux parce qu'il y a une asymétrie d'information entre les entreprises qui connaissent les dispositifs et d'autres qui les connaissent pas, et donc il faut aller au-devant, aller les chercher. Et je voudrais pas, surtout pas, que nous passions à côté de France 2030. Parce que là, il y a encore moins de territorialisation des budgets. C'est-à-dire que c'est, comme l'a dit Jean-Bernard, 30 milliards sur 10 ans, 30 milliards de sub, 4 milliards en fonds d'investissement. Et il faut aller les chercher, on est en bagarre avec toutes les autres régions de France. Totalement centralisé à Paris. Et là, je suis là pour ça, si je peux dire, le député, de faire le lien. Voilà. Alors, sur les priorités locales, rapidement, je ne veux pas dépasser. La première des priorités ici, qui va concerner aussi les entreprises, c'est quand même les sujets de santé. Parce que si on veut attirer, il faut aussi qu'il y ait une offre de soins. Et aujourd'hui, là-dessus, on est dans un environnement qui est compliqué. Et ça va de la médecine de ville, médecine hospitalière, d'ailleurs qu'il faut surtout pas opposer. On a des opportunités pour investir massivement, pour rénover nos plateaux techniques, notre hôpital. Je pense qu'il faut les saisir. Mais il suffira pas de créer un nouveau bâtiment. Il faut aller vers plus de qualité sur ce management et aller chercher les médecins où ils sont, c'est-à-dire dans les grandes métropoles, et leur donner envie de revenir. Je pense qu'on a tous les atouts pour ça. La deuxième priorité qu'on a énoncée, c'est évidemment l'attractivité et le développement économique. Vous m'avez invité à développer un peu sur le tourisme. Donc évidemment, tout le monde se gargarise du tourisme 4 saisons. Ici, on l'a inventé peut-être avant les autres, comme à Luce ou à Cotteret. On sait que le poumon de l'année, ce sera toujours la neige. Mais on sait aussi que la neige, on n'est pas sur des perspectives qui seront forcément éternelles. Et donc, il nous faut nous diversifier. Le plan montagne y a aidé. On a eu 2 millions de subs là-dessus. C'est pas mal. 0,4, on a eu 5. Mais enfin, on a cette opportunité sur le vélo. Les termes, je pense que là aussi, il faut accepter petit à petit. Je pense qu'on avance en ce sens et Gaël aussi travaille beaucoup à ça, d'aller accepter vers une peut-être plus grande mutualisation des moyens, avoir peut-être des outils et pas s'interdire de l'investissement par des fonds. Ça, je l'ai observé en Provence comme ici. On a un peu la culture des fonds d'investissement, ce que nos amis bretons dans les Hauts-de-France ou à Paris ont davantage. C'est pas toujours des vautours qui veulent manger tous les profits d'entreprise. C'est faire du haut de bilan avec un pacte d'actionnaires qui est calé. Et je pense que là, il faut avoir des opportunités, il faut les saisir. Et ça peut être des investisseurs publics, hein, comme la BPI ou des fonds soutenus par la région. Donc, le tourisme, l'industrie, j'en ai parlé, l'agriculture, évidemment, sans opposer les métiers. C'est le même défi. À la fois, il va falloir moderniser, investir. Et en même temps, vu le changement climatique, on peut pas non plus faire comme s'il n'y avait pas de problème sur la gestion de l'eau
et sur les outils de transformation pour favoriser les circuits courts. Donc moi, je leur ai dit aux agriculteurs que je serais à côté d'eux sur les sujets notamment, sur les réserves d'eau, sur la gestion de l'eau, mais pas pour continuer comme toujours, comme avant. C'est-à-dire qu'il y a aussi des économies, il y a aussi des investissements, et là encore, France 2030, 2 milliards d'euros qu'il faudra aller chercher. Et puis enfin, bien sûr, la mise en œuvre du plan Lourdes, Avenir Lourdes, et du plan Montagne qui sont liés en fait. On va pas opposer Lourdes avec la vallée. On a des opportunités et des atouts incroyables qu'il faut peut-être consolider. Je pense que c'est le territoire d'industrie Berne-Bigorre. Peut-être que je dis des gros mots, mais je pense que là, il faut pousser. Moi, je trouve ce qui manque peut-être ici, c'est peut-être une agence d'attractivité qui viendrait en complément des réseaux consulaires qui sont dans leur rôle, les intercos, évidemment. Mais ce que j'ai vu parfois fonctionner quand on a des agences d'attractivité, donc des professionnels qui font venir les entreprises, qui accompagnent aussi les familles, les collaborateurs. S'ils n'ont pas trouvé le foncier parce qu'il est trop cher à Marseille ou à Lyon, ils envoient dans le réseau des agences d'attractivité. Et nous, on n'a pas ça. Donc, on a à Toulouse, à Bordeaux, au Pays Basque. Je pense que c'est un outil qui manque peut-être sur lequel il faut travailler. En tout cas, moi, je serai à disposition pour avancer là-dessus et faire des mises en réseau sur ces sujets. Gaël parlerait 1000 fois mieux que moi des sujets cœur de ville, le commerce de proximité, le tissu des TPE, qui est le poumon de notre économie de service, qui est tiré par le reste. Mais sans ça, on n'existe pas. Donc là-dessus, on sera aux côtés, évidemment, des commerçants, des artisans là-dessus. Et puis enfin, la formation. On a, je sais qu'il y a un projet d'université de technologie à Tarbes qui est lancé. On sera derrière ce projet-là, à Vic, multiplier les sujets sur les lycées professionnels. L'apprentissage, Jean-Bernard en a parlé, ça a été vraiment un formidable levier qu'il nous faut poursuivre. Voilà, un dernier mot de conclusion peut-être en méthode. Vous dire que moi, j'ai aucun problème à travailler avec vous. Au contraire, ce sera un plaisir. Peut-être qu'il faudra si les gens nous font confiance, qu'on se formalise peut-être pas trimestriel, des petits déjeuners entreprises. En tout cas, qu'on ait ce lien, c'est évidemment indispensable. Et puis, pour porter les projets d'intérêt collectif ou individuel sur lesquels je pourrais avoir une valeur ajoutée. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Avant de nous quitter, Monsieur Mournet, peut-être sur votre parcours, parce qu'on vous a pressé tous. À une quart d'heure, vous avez tenu largement le timing. Ah bon. Il vous reste encore quelques minutes. Si ça déborde, c'est pas grave, parce qu'on vous a fait attendre pratiquement une demi-heure. Donc, ce serait intéressant, parce que certains oui, mais ça, je me bataille avec ça, mais non, on est là depuis 10 générations. Alors c'est plutôt par mon père Mournet, plutôt galant, l'entreprise de grains. On est une famille d'entrepreneurs qui a été créée en 1876, renouvelée, remis en question plusieurs fois, même à la fin du débouché algérien. Mon grand-père qui a créé les silos à Galan, à Galès, à Fontrailles. Mes oncles qui ont repris, Adrien, plus connu d'ailleurs, qui était le demi-mêlée du stade de Bagnéret. Mes parents qui étaient dans des professions libérales, l'un à Lannemezan et l'autre et ma mère à Bagnères, où je suis né. Et côté de ma mère, nous venons du côté ouest du département, Gayagos, Peyrin, Bugard, avec dans la famille toujours ces tensions entre ceux de la plaine et ceux de la montagne. Et donc avec Gaël, on s'est dit, nous on a envie d'être les représentants de tous les Hauts-Pyrénéens et d'avoir des attaches aux quatre coins aide. Alors effectivement, maintenant, je dois m'excuser d'être parti. J'ai fait un cursus à Sciences Po, à Paris. Après, je n'ai pas été haut fonctionnaire de ministère. J'ai plutôt fait le choix de métier de terrain. D'abord, directeur d'hôpital pendant presque 8 ans. Donc, j'étais directeur des finances du CHU à Créteil. Après, j'étais directeur d'un des sites qui est un hôpital de rééducation et psychiatrie. Et puis après, je me suis occupé de la direction qualité, gestion des risques. Et là, j'ai vu parfois l'écart qu'il y a dans les démarches qualité-sécurité entre le monde du bâtiment, le monde de l'industrie et ce qui est pourtant la santé des gens. Mais heureusement, les choses avancent dans le bon sens. C'est pour ça que je dis que le management hospitalier doit prendre ça en compte en premier lieu. Après, je suis parti au ministère de l'économie. Je suis resté 3 ans à l'inspection générale des finances. C'est une sorte de cabinet de conseil interne à l'État. Où le cœur de métier historique, c'est plutôt des missions de contrôle, de vérification, mais aussi des missions pour le gouvernement, d'évaluation conseil, souvent conjoint avec d'autres ministères. Là, par exemple, j'ai travaillé sur l'impact du traité de commerce CETA sur les filières agricoles sensibles.
je travaillais sur les réseaux des chambres de commerce et des chambres des métiers. J'ai eu des missions sur la loi Grand Âge Autonomie, sur la réforme des retraites que je connais assez bien, et sur le financement du canal Seine-Nord, où j'avais trouvé avec mon collègue je le raconte ça quand même, du ministère de l'Environnement, le fait que les taxes sur les concessionnaires d'autoroutes n'étaient pas indexées sur l'inflation. Et donc, on a proposé ça, c'était appliqué. Bon, il y a eu des contentieux avec Cofiroute et autres, mais ça rapporte quand même 500 millions d'euros par an à l'État. Et donc, comme Elisabeth Borne, qui était ministre des Transports à l'époque, nous aime bien pour ça. Et je suis très content qu'elle soit aux manettes. Et puis, enfin, j'avais envie de partir de Paris. Et donc, sous-préfet, qui était un métier le plus politique de l'administration, au seuil de l'engagement, à un moment où le gouvernement a lancé les postes de sous-préfet à la relance. Et donc, j'ai fait ça pendant un peu moins de 2 années à Marseille, sur le département des Bouches-du-Rhône et sur la région PACA en coordination. Et donc, c'était vraiment tourné vers le monde économique. D'ailleurs, au départ, ça nous a valu quelques malentendus avec les collectivités territoriales qui pensaient que le plan était pour elles. On expliquait que le plan était pour elles, dans la mesure où elle allait, par la commande publique, venir soutenir les secteurs, en particulier le BTP, mais aussi prendre des virages pour la transition. Donc, ça a été cette mission. Et puis, Marseille avait ceci de spécifique, en plus du plan national, d'un plan spécifique. Alors, c'est pas moi qui m'en occupais directement, mais là, c'est un petit peu le point commun avec Lourdes. Voilà. Et donc, quand j'ai compris que ce métier de nomade, qui est le corps préfectoral, ne me permettrait jamais de revenir chez moi, quand bien même j'en avais fait le vœu, je me suis dit, là, c'est le moment. Je me sentais aligné avec, évidemment, la politique du gouvernement. Et donc, je me suis lancé dans cette course à l'investiture et que j'ai finalement la confiance du président là-dessus. Mais aujourd'hui, effectivement, le fait d'être parti pendant plus de 15 ans, je dois expliquer que je suis parachuté et donner des preuves que, effectivement, en quittant la préfectorale, j'ai démissionné. C'est un aller simple. Donc là, pour moi, ce que je dis souvent, c'est l'entrepreneur dans le public, c'est de se frotter au suffrage universel. Donc on verra bien ce qu'il en est dans quelques jours. Merci à vous. Merci beaucoup.